Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Bruges la morte. Auteur, Georges Rodenbach. Chapitre 1. Le jour déclinait, assombrissant les corridors de la grande demeure silencieuse, mettant des écrans de crêpe aux vitres. Hugues Viane se disposa à sortir, comme il en avait l'habitude quotidienne à la fin des après-midi. Inoccupé, solitaire, il passait toute la journée dans sa chambre, une vaste pièce au premier étage, dont les fenêtres donnaient sur le quai du Rosaire, au long duquel s'alignait sa maison, mirée dans l'eau. Il lisait un peu des revues, de vieux livres, fumait beaucoup, rêvassait à la croisée ouverte par les temps gris, perdu dans ses souvenirs. Voilà 5 ans qu'il vivait ainsi, depuis qu'il était venu se fixer à Bruges, au lendemain de la mort de sa femme. 5 ans déjà. Et il se répétait à lui-même, veuf. Être veuf. Je suis le veuf. Mot irrémédiable et bref. D'une seule syllabe, sans écho. Mot impair, et qui désigne bien l'être dépareillé. Pour lui, la séparation avait été terrible, il avait connu l'amour dans le luxe, les loisirs, le voyage, les pays neufs renouvelant l'idylle. Non seulement le délice paisible d'une vie conjugale exemplaire, mais la passion intacte, la fièvre continuée, le baiser à peine assagi, l'accord des âmes, distantes et jointes pourtant, comme les quais parallèles d'un canal qui mêle leurs deux reflets. 10 années de ce bonheur, à peine senties, tant elles avaient passé vite. Puis la jeune femme était morte, au seuil de la trentaine, seulement alitée quelques semaines, vite étendue sur ce lit du dernier jour, où il la revoyait à jamais, fanée et blanche comme la cire l'éclairant, celle qu'il avait adorée si belle avec son teint de fleur, ses yeux de prunelle dilatés et noirs dans de la nacre, dont l'obscurité contrastait avec ses cheveux, d'un jaune d'ambre, des cheveux qui, déployés, lui couvraient tout le dos, longs et ondulés. Les vierges des primitifs ont des toisons pareilles, qui descendent en frissons calmes. Sur le cadavre gisant, Hugues avait coupé cette gerbe, tressée en longues nattes dans les derniers jours de la maladie. N'est-ce pas comme une pitié de la mort? Elle ruine tout, mais laisse intactes les chevelures. Les yeux, les lèvres, tout se brouille et s'effondre. Les cheveux ne se décolorent même pas. C'est en eux seuls qu'on se survit. Et maintenant, depuis les 5 années déjà, la tresse conservée de la morte n'avait guère pâli, malgré le sel de tant de larmes. Le veuf, ce jour-là, revécut plus douloureusement tout son passé, à cause de ces temps gris de novembre où les cloches, dirait-on, sèment dans l'air des poussières de son, la cendre morte des années. Il se décida pourtant à sortir, non pour chercher au dehors quelque distraction obligée ou quelque remède à son mal. Il n'en voulait point essayer, mais il aimait cheminer aux approches du soir, et chercher des analogies à son deuil dans de solitaires canaux et d'ecclésiastiques quartiers. En descendant au rez-de-chaussée de sa demeure, il aperçut, tout ouvertes sur le grand corridor blanc, les portes d'ordinaire closes. Il appela dans le silence sa vieille servante, Barbe. Barbe. Aussitôt la femme apparut dans l'embrasure de la première porte, et devinant pourquoi son maître l'avait hélée. « Monsieur, fit-elle, j'ai dû m'occuper des salons aujourd'hui, parce que demain c'est fête. »« Quelle fête ?» demanda Hugues, l'air contrarié. « Comment, monsieur ne sait pas ? Mais la fête de la présentation de la Vierge. Il faut que j'aille à la messe, et au salut du béguinage. C'est un jour comme un dimanche. Et puisque je ne peux pas travailler demain, j'ai rangé les salons aujourd'hui, Hugues Viane ne cacha pas son mécontentement. Elle savait bien qu'il voulait assister à ce travail-là. Il y avait, dans ces 2 pièces, trop de trésors, trop de souvenirs d'elle et de l'autrefois pour laisser la servante y circuler seule. Il désirait pouvoir la surveiller, suivre ses gestes, contrôler sa prudence, épier son respect. Il voulait manier lui-même, quand il les fallait déranger pour l'enlèvement des poussières, tels bibelots précieux, tels objets de la morte, un coussin, un écran qu'elle avait fait elle-même. Il semblait que ses doigts fussent partout dans ce mobilier intact et toujours pareil, sofa, divan, fauteuil où elle s'était assise, et qui conservait pour ainsi dire la forme de son corps. Les rideaux gardaient les plis éternisés qu'elle leur avait donnés. Et dans les miroirs, il semblait qu'avec prudence il fallut en frôler d'éponge et de linge la surface claire, pour ne pas effacer son visage dormant au fond. Mais ce que Hugues voulait aussi surveiller et garder de tout heurt,
ce sont les portraits de la pauvre morte, des portraits à ses différents âges, éparpillés un peu partout, sur la cheminée, les guéridons, les murs. Et puis surtout un accident à cela lui aurait brisé toute l'âme, le trésor conservé de cette chevelure intégrale qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelques tiroirs de commode ou quelques coffrets obscurs, s'aurait été comme mettre la chevelure dans un tombeau. Aimant mieux, puisqu'elle était toujours vivante, elle, et d'un or sans âge, la laisser étalée et visible, comme la portion d'immortalité de son amour. Pour la voir sans cesse, dans le grand salon toujours le même, cette chevelure qui était encore elle, il l'avait posée là sur le piano désormais muet, simplement gisante, tresse interrompue, chaîne brisée, câble sauvé du naufrage. Et pour l'abriter des contaminations, de l'air humide qu'il aurait pu déteindre ou en oxyder le métal, il avait eu cette idée, naïve si elle n'eût pas été attendrissante, de la mettre sous verre, écrin transparent, boîte de cristal où reposait la tresse nue qu'il allait chaque jour honorer. Pour lui, comme pour les choses silencieuses qui vivaient autour, il apparaissait que cette chevelure était liée à leur existence, et qu'elle était l'âme de la maison. Barbe, la vieille servante flamande, un peu renfrognée, mais dévouée et soigneuse, savait de quelles précautions il fallait entourer ces objets et n'en approchait qu'en tremblant. Peu communicative, elle avait les allures, avec sa robe noire et son bonnet de tulle blanc, d'une sœur tourière. D'ailleurs, elle allait souvent au béguinage voir son unique parente, la sœur Rosalie, qui était béguine. De ses fréquentations, de ses habitudes pieuses, elle avait gardé le silence, le glissement qu'on n'est pas habitué aux dalles d'église. Et c'est pour cela, parce qu'elle ne mettait pas de bruit ou de rire autour de sa douleur, que Hugues Viane s'en était si bien accommodé depuis son arrivée à Bruges. Il n'avait pas eu d'autre servante, et celle-ci lui était devenue nécessaire, malgré sa tyrannie innocente, ses manies de vieille fille et de dévote, sa volonté d'agir à sa guise, comme aujourd'hui encore, ou, à cause d'une fête anodine le lendemain, elle avait bouleversé les salons à son insu et en dépit de ses ordres formels. Hugues attendit pour sortir qu'elle eût rangé les meubles, s'assura que tout ce qui lui était cher fût intact et remis en place. Puis tranquillisé, les persiennes et les portes closes, il se décida à son ordinaire promenade du crépuscule, bien qu'il ne cessât pas de pluviner, bruine fréquente des fins d'automne, petite pluie verticale qui larmoie, tisse de l'eau, faufile l'air, hérisse d'aiguilles les canaux planent, capture et transite l'âme comme un oiseau dans un filet mouillé, aux mailles interminables. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Hugues recommençait chaque soir le même itinéraire, suivant la ligne des quais, d'une marche indécise, un peu voûté déjà, quoiqu'il eût seulement 40 ans. Mais le veuvage avait été pour lui, un automne précoce. Les tempes étaient dégarnies, les cheveux pleins de cendres grises. Ses yeux fanés regardaient loin, très loin, au-delà de la vie. Et comme Bruges aussi était triste, en ces fins d'après-midi. Il l'aimait ainsi. C'est pour sa tristesse même qu'il l'avait choisie, et y était venu vivre après le grand désastre. Jadis, dans les temps de bonheur, quand il voyageait avec sa femme, vivant à sa fantaisie, d'une existence un peu cosmopolite, à Paris, en pays étranger, au bord de la mer, il y était venu avec elle, en passant, sans que la grande mélancolie d'ici pût influencer leur joie. Mais plus tard, resté seul, il s'était ressouvenu de Bruges, et avait eu l'intuition instantanée qu'il fallait s'y fixer désormais. Une équation mystérieuse s'établissait. À l'épouse morte, devait correspondre une ville morte. Son grand deuil exigeait un tel décor. La vie ne lui serait supportable qu'ici, et il y était venu d'instinct. Que le monde ailleurs s'agite, bruisse, allume ses fêtes, tresse ses mille rumeurs. Il avait besoin de silence infini, et d'une existence si monotone, qu'elle ne lui donnerait presque plus la sensation de vivre. Autour des douleurs physiques, pourquoi faut-il se taire, étouffer les pas dans une chambre de malade? Pourquoi les bruits, pourquoi les voix semblent-ils déranger la charpie et rouvrir la plaie? Aux souffrances morales, le bruit aussi fait mal. Dans l'atmosphère muette des eaux et des rues inanimées, Hugues avait moins senti la souffrance de son cœur, il avait pensé plus doucement à la morte. Il l'avait mieux revue, mieux entendue, retrouvant au fil des canaux son visage d'Ophélie en allée, écoutant sa voix dans la chanson grêle et lointaine des carillons. La ville, elle aussi, aimée et belle jadis, incarnait de la sorte ses regrets. Bruges était sa morte. Et sa morte était Bruges.
Tout s'unifiait en une destinée pareille. C'était Bruges la morte, elle-même mise au tombeau de ses quais de pierre, avec les artères froidies de ses canaux, quand avait cessé d'y battre la grande pulsation de la mer. Ce soir-là, plus que jamais, tandis qu'il cheminait au hasard, le noir souvenir le hanta, émergea de dessous les ponts où pleurent les visages de sources invisibles. Une impression mortuaire émanait des logis clos, des vitres comme des yeux brouillés d'agonie, des pignons décalquant dans l'eau des escaliers de crêpe. Il longea le quai vert, le quai du miroir, s'éloigna vers le pont du moulin, les banlieues tristes bordées de peupliers. Et partout sur sa tête, l'égouttement froid, les petites notes salées des cloches de paroisse, projetées comme d'un goupillon pour quelque absoute. Dans cette solitude du soir et de l'automne, où le vent balayait les dernières feuilles, il éprouva plus que jamais le désir d'avoir fini sa vie, et l'impatience du tombeau. Il semblait qu'une ombre s'allongeât des tours sur son âme, qu'un conseil vint des vieux murs jusqu'à lui, qu'une voix chuchotante monta de l'eau s'en venant au-devant de lui, comme elle vint au-devant d'Ophélie, ainsi que le racontent les fossoyeurs de Shakespeare. Plus d'une fois déjà, il s'était senti circonvenu ainsi. Il avait entendu la lente persuasion des pierres, il avait vraiment surpris l'ordre des choses de ne pas survivre à la mort d'alentour. Et il avait songé à se tuer, sérieusement et longtemps. Ah, cette femme, comme il l'avait adorée. Ses yeux encore sur lui. Et sa voix qu'il poursuivait toujours, enfouie au bout de l'horizon, si loin. Qu'avait-elle donc, cette femme, pour se l'être attachée tout, et l'avoir dépris du monde entier, depuis qu'elle était disparue? Il y a donc des amours pareils à ces fruits de la mer morte, qui ne vous laissent à la bouche qu'un goût de cendre impérissable. S'il avait résisté à ses idées fixes de suicide, c'est encore pour elle. Son fond d'enfance religieuse lui était remonté avec la lie de sa douleur. Mystique, il espérait que le néant n'était pas l'aboutissement de la vie, et qu'il la reverrait un jour. La religion lui défendait la mort volontaire. C'eût été s'exiler du sein de Dieu, et sauter la vague possibilité de la revoir. Il vécut donc, il pria même, trouvant un baume à se l'imaginer, l'attendant, dans les jardins d'on ne sait quel ciel, à rêver d'elle, dans les églises, au bruit de l'orgue. Ce soir-là, il entra en passant, dans l'église Notre-Dame où il se plaisait à venir souvent, à cause de son caractère mortuaire. Partout, sur les parois, sur le sol, des dalles tumulaires avec des têtes de mort, des noms ébréchés, des inscriptions rongées aussi comme des lèvres de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.